Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la fin des consultations en Guinée entre la junte au pouvoir et les différents acteurs politiques. Des pourparlers en vue de la tenue des assises nationales qui s'ouvrent le 22 mars. Au sommaire toujours l'édition 2022 de la Women's Activity Awards au Congo-Brazzaville. Le programme entend poursuivre son engagement en faveur de l'autonomisation et de la promotion de l'entrepreneuriat féminin en zone rurale. Une agression sexuelle soulève l'indignation au Soudan, victime d'un viol collectif mettant en cause les forces de l'ordre. La jeune femme brise le silence. Plus de 6000 déplacés et réfugiés ont été recensés en Gambie, des déplacés en raison des combats qui opposent depuis une semaine l'armée sénégalaise aux rebelles de Casamance. L'armée sénégalaise a annoncé avoir lancé le 13 mars une opération contre les rebelles dans le sud du pays. Pour l'heure, l'état-major ne fait aucun commentaire sur le déroulement des opérations. En Guinée, les autorités ont reçu cette semaine les acteurs politiques afin de préparer les assises. Le pays se dirige vers la tenue d'assises nationales. Des rencontres initiées par le président de la transition et ces pourparlers vont démarrer à Conakry et dans toutes les préfectures le 22 mars. Des concertations qui vont traiter des conflits mémoriels des différents politiques d'ordre institutionnel ou électoral. Roberto Bogbe. Avoir un cadre restreint où la vie des partis politiques, la société civile et les syndicats devraient être pris en compte, tel est le souhait de la classe politique de Guinée. Leurs revendications prises en compte s'est illustrée avec la participation aux travaux autour du ministre de l'administration du territoire qui les a reçus pour définir les termes d'un futur cadre de dialogue permanent. Il y a beaucoup d'activités à dérouler et qui prennent du temps. C'est pour cette raison que nous pensons que plus vite on se met au travail et qu'on ne passe pas tout son temps à faire des discussions oiseuses pour qu'on aille directement sur le fond des sujets et obtenir des documents de travail pour qu'on puisse faire la transition dans des délais raisonnables. Si la phase de transition semble avoir tardé à s'ouvrir à la classe politique, Mamadi Doumbouya, le président de la transition, ne compte pas pour autant l'en exclure. C'est ce qui ressort de son adresse à la nation lors du Nouvel An 2022. Pour le chef de l'État, il faut des gages de changement à même de diriger la Guinée vers une direction sans malversation. Nous laissons derrière nous la violence et l'arrogance. Derrière nous, la division et les dilapidations. La corruption et les exactions. Nous éteignons les tragiques flammes de ces moments de brutalité économique, financière et humaine. En renaissant de ces brûlantes cendres, c'est la sève nourricière de notre idéal commun, de refondation de notre État et de rectification de nos institutions. La classe politique souhaite désormais que l'un des partenaires de la Guinée, la CEDEAO par exemple, puisse participer au dialogue. Elle y voit un facilitateur qui va permettre d'harmoniser les positions de manière à ce qu'il en ressorte des conclusions respectées par les parties prenantes. En novembre 2021, le président de la transition avait refusé la nomination d'un envoyé spécial de la CEDEAO pour la Guinée. L'actualité est également marquée par les funérailles de Rupia Banda. C'était le 18 mars dernier. L'ancien président zambien est décédé le 11 mars à l'âge de 85 ans. Le quatrième dirigeant de la Zambie a été à la tête du pays durant 3 années à partir de 2008. La Zambie a rendu hommage à un éminent politicien et à un grand diplomate, Gladys Mamba. Rupia Banda conduit à sa dernière demeure. L'ancien chef de l'État zambien, décédé le 11 mars à l'âge de 85 ans des suites d'un cancer du côlon, a été inhumé le 18 mars à Lusaka. La mémoire du quatrième président depuis l'indépendance de la Zambie a été honorée par une série d'hommages, dont celui de l'actuel président, présent à l'enterrement. Le président Banda, comme je l'ai dit hier, restera dans nos livres d'histoire comme un dirigeant distingué de notre pays. Vice-président depuis 2006, Rupia Banda est propulsé à la magistrature suprême en 2008 suite au décès du président Levi Mwanawasa. Il se présente ensuite à l'élection présidentielle du 30 octobre de la même année qu'il remporte sous les couleurs du mouvement pour la démocratie multipartite MDM. Sous son mandat de 3 ans, l'économie zambienne est croissante
Principalement grâce à la hausse des prix du cuivre et à l'essor des investissements chinois, il poursuivra les chantiers entamés par son prédécesseur en construisant des routes, des hôpitaux et des écoles, une philanthropie que lui reconnaît sa famille. Il n'avait pas peur de montrer et d'exprimer son amour. Nos adieux, que ce soit au téléphone ou en personne, étaient souvent ponctués d'un « je t'aime » et ce fut d'ailleurs davantage le cas dans les dernières étapes de sa vie. Il nous a laissé, sachez qu'il n'y a pas de honte à montrer de l'amour ou des larmes. Mais malgré ses prouesses sur le plan économique, Rupia Banda sera battu à l'élection présidentielle de 2011. En 2013, privé de son immunité présidentielle, Rupia Banda est poursuivi pour corruption et blanchiment d'argent, un chef d'accusation contre lequel il plaide non coupable. Il sera finalement acquitté en 2015. Dans l'actualité également, ce volte-face diplomatique de l'Espagne sur la très délicate question du Sahara occidental. Le gouvernement espagnol, avec à sa tête Pedro Sánchez, renonce à sa neutralité sur l'avenir du territoire disputé et soutient officiellement les velléités d'annexion du Maroc. Un revirement inattendu de la position de Madrid, favorable à une résolution du conflit dans le cadre des Nations Unies. L'Espagne avait jusque-là refusé de se positionner sur la question du Sahara occidental, ex-colonie espagnole, classée comme non autonome par l'ONU et dont la majeure partie du territoire est sous contrôle du Maroc depuis la guerre de 1976 contre les indépendantistes du Front Polisario soutenu par l'Algérie. Le programme Women's Activity Award milite en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat en zone rurale et de l'autonomisation des femmes du Congo-Brazzaville. Et bien, au cours de la 6e édition, le programme annonce l'accompagnement de plusieurs groupements sélectionnés au terme de la campagne nationale. C'est un reportage entre correspondants au Congo d'Eva Panzo. C'est le groupement rural Soleil Transformation du département de la Sangha qui a remporté le prix d'excellence d'une valeur de 500 000 francs CFA de la 6e édition du Women's Activity Award ce vendredi 18 mars 2022 à Brazzaville. Spécialisé dans la pêche, le séchage du poisson, la production du charbon de cuisine et la transformation des fruits, ce groupement a requis des moyens de transport afin de faciliter le déplacement de leurs produits. Vraiment, les lots. Je suis très émue que notre groupement ait remporté le premier prix. Aujourd'hui, je crois que nos activités sont considérées. La preuve, c'est cette récompense. Si on obtient un plus gros bateau, comme nous l'avons requis au FIGA, cela nous permettra de vite transporter notre poisson après la pêche vers le campement et d'éviter son pourrissement. Les projets ruraux présentés par les groupements des départements du Niari et du Kwilu ont aussi retenu l'attention du jury de la 6e édition du Women's Activity Award. Les organisateurs, dans le but de vouloir développer l'entrepreneuriat féminin dans le milieu rural, sollicitent davantage l'apport des partenaires. Voilà, notre vision c'est ça, on n'est pas négatif, on veut juste essayer d'améliorer ce qui se fait déjà. Le plus important, c'est vraiment de faire qu'elles puissent développer ce qu'elles font. Qu'elles travaillent déjà sur place, qu'elles puissent transformer aussi sur place et qu'elles viennent ici juste pour vendre. Ceux qui veulent voir des choses se faire de façon concrète peuvent se joindre à nous. On va essayer de développer cet entrepreneuriat en zone rurale. Le comité d'organisation du Women's Activity Award a parcouru tous les départements de la République du Congo afin de sélectionner les 10 groupements de femmes actives présents à cette soirée. Notons que cette édition a eu lieu 3 ans après la dernière, en 2019, suite aux restrictions liées à la pandémie de Covid-19 qui a sévèrement secoué le monde. La Banque africaine de développement approuve un important fonds financier en direction du Niger, un fonds sous forme de prêt d'un montant de 127 millions de dollars, une somme mobilisée en faveur de la mise en œuvre d'un projet de désenclavement des zones de production agro-pastorale situées à l'est du Niger, une initiative qui devrait notamment permettre la création de 60 000 emplois à Menedji.
Au Niger, la Banque africaine de développement BAD a alloué environ 127,8 millions de dollars, dont 56,8 millions sous forme de dons pour la réalisation du projet de désenclavement des zones de production agropastorale à l'est du pays. L'objectif principal est d'aménager et de bitumer 110 km de routes pour la création de parcs de vaccination du bétail, l'installation d'unités de laiterie, la fourniture d'intrants, de petits équipements de production agricole, puis l'installation de services sociaux de base. Au niveau de l'élevage, l'apport des packs de vaccination vont permettre en tout cas de réduire le taux de mortalité au niveau des bêtes. Et en réduisant le taux de mortalité au niveau des bêtes, on accroît le cheptel nigérien. Donc ce projet va tenir dans le temps parce que la Banque africaine ne s'est pas arrêtée seulement à ces deux apports. L'axe intégrateur reliant les zones inter-États va générer pendant la phase de construction environ 60 000 emplois directs et indirects. Ce projet de désenclavement attendu par les populations est un des projets prioritaires avec une approche intégrée afin d'apporter une réponse globale aux défis majeurs auxquels sont confrontées les populations et particulièrement les plus vulnérables. À travers ce financement, la zone de l'Est, qui est une zone de bonne production agro-pastorale, à travers le désenclavement, va leur permettre de pouvoir écouler leurs produits plus facilement vers les autres zones du Niger et également de faciliter l'exportation des produits issus de cette zone vers les autres pays de la sous-région, ce qui va permettre déjà d'améliorer leurs revenus. Ce financement va permettre véritablement de relancer la filière au niveau de cette zone. La région de Zinder, où le projet sera mis en œuvre, est une zone agro-pastorale où l'élevage est combiné avec d'importantes activités agricoles. Une jeune femme de 19 ans s'exprime après l'agression sexuelle qu'elle a subie lundi dernier dans un transport public de la capitale Khartoum. C'était après une manifestation et les forces de l'ordre seraient impliquées dans ce viol. C'est un sujet de la rédaction. Un viol qui soulève l'indignation. Cette jeune femme de 19 ans en a été la victime un lundi soir à Khartoum. C'était le 14 mars dernier dans un bus public, après la fin d'une manifestation dans la capitale soudanaise. Et c'est dans l'anonymat qu'elle raconte son calvaire. Les forces de l'ordre ont attaqué le bus avec des gaz lacrymogènes et les gens ont dû courir. Il y avait 2 autres femmes qui ont réussi à s'enfuir, mais moi on m'a traînée sous un pont. Là, il y avait environ 8 hommes autour de moi et je n'arrêtais pas de leur crier « Laissez-moi partir !» Mais ils ont dit non et ils m'ont frappée. Cette nouvelle agression sexuelle a-t-elle été commise par les forces de sécurité? Pour l'heure, les autorités soudanaises ne se sont toujours pas exprimées. Soulaïma Ishak, qui dirige l'unité contre les violences faites aux femmes au ministère du Développement social, insiste néanmoins sur l'importance pour les victimes d'aller déposer plainte. Le dépôt d'un rapport est très important pour la préservation des droits légaux de la victime ainsi que pour le soutien médical. Ces 2 choses sont essentielles dans tous les cas de viol, qui est un crime horrible. Et malheureusement, nous vivons encore dans une société qui est impactée par les crimes de viol. Une société qui criminalise toujours les femmes qui ont été violées plus que les violeurs eux-mêmes, alors que le viol est en fait un crime comme n'importe quel autre crime majeur, et que les auteurs doivent être punis et tenus pour responsables afin que cela ne se reproduise plus. Ce n'est pas la première fois que des membres des forces de l'ordre sont accusés de viol. C'était notamment le cas en juin 2019. Plusieurs dizaines d'agressions sexuelles avaient été perpétrées à Khartoum après la dispersion d'une mobilisation pro-démocratie. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.